Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Eloi Astré et je développe un serveur que j'appelle Upint pour API d'entiers. Et en fait, ce serveur permet juste d'envoyer et de recevoir des entiers avec le nom du joueur, la valeur du joueur et sa date. C'est tout. Je n'essaie pas de faire beaucoup plus que ça, juste avoir un petit serveur Raspberry Pi sur lequel vous pouvez envoyer des entiers et tout le monde reçoit l'entier. À partir du moment où vous faites ça, vous pouvez faire du QA testing, des bots, de l'IoT et des jeux multijoueurs. Le deuxième aspect de ce système est que, vu qu'on a un temps précis et synchronisé via ce qu'on appelle un NTP, on peut faire des jeux dont on n'est pas obligé de transmettre la donnée. On transmet juste le début du jeu et on peut deviner la suite des éléments dans Unity. On peut dire, bah ok, la planète elle sera là, la planète elle sera là, ce personnage va apparaître à la 32e milliseconde, celui-ci plutôt dans 2 minutes, etc., etc. Donc en fait, le principe est vraiment de permettre d'avoir juste un bête serveur Raspberry Pi dans lequel vous pouvez transmettre des entiers. Ces entiers vont dégager des timelines, donc des temps exécutés, et ça va permettre d'avoir des jeux dont on ne transmet que très peu de données pour que tout le monde soit synchronisé. C'est un peu ça l'idée. Et comme vous pouvez voir, je suis très fan de Outer Wild, donc j'ai redupliqué le principe de Outer Wild ici pour vous montrer comment ça marche. Cette vidéo est une explication de comment on fait pour installer et utiliser tout ça. Je me suis préenregistré en train de le faire et c'est ça que je vais regarder avec vous. Donc, c'est parti. L'idée ici, c'est que on a un serveur qui est soit trusted, soit asymétrique. Trusted, c'est-à-dire on fait confiance à la personne, il n'y a pas de mot de passe, tout le monde balance ce qu'il veut et c'est cool. Asymétrique, c'est quand on utilise des clés cryptographiques, du RSA, les petites curves qu'on utilise dans Ethereum et MetaMask, etc., etc. On ne va pas faire dans cette vidéo-ci les clés asymétriques, on va rester focus sur le trusted. C'est-à-dire on s'en fout du mot de passe, les gens peuvent se connecter. Pour ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. D'un serveur NTP pour synchroniser le temps et d'un serveur qui permet d'envoyer et de recevoir des entiers ainsi que leur date. Mon fameux serveur Upint.io. Ce qui veut dire qu'on va avoir un Raspberry Pi à configurer, qu'on va devoir connecter pour pouvoir le calibrer depuis notre PC. On va devoir le connecter via Raspberry Pi Connect et via SSH. Ensuite, on va installer un NTP serveur, on va installer un petit serveur web, juste pour pouvoir vérifier qu'on est bien sur le Raspberry Pi qu'il faut. Parce que le problème, c'est que bien que Raspberry Pi pour la locale fonctionne, il y a des moments donnés où il ne fonctionne pas et malheureusement sur le Quest 3, ça ne fonctionne pas. Ensuite, il faudra installer notre petit serveur d'entiers pour pouvoir transmettre les entiers et ensuite aller voir comment ça marche dans Unity. C'est un peu ça l'idée. Donc ici, basiquement, on va commencer par installer le Raspberry Pi. Première chose à faire, aller chercher sur Raspberry Pi Imager l'application qui va nous permettre de formater une clé USB. Une fois que Raspberry Pi est installé, on a le choix de faire le device, d'installer l'OS et puis de configurer l'appareil. Donc, on choisit notre appareil. Raspberry Pi 5 si vous avez les moyens, 0 si vous n'avez pas les moyens. Ici, j'ai pris un 0 pour faire la démonstration. Donc, à 0, ça ressemble à 5, ça ressemble à ça, qui coûte plus ou moins 100-150 euros. À 0, ça ressemble à ça, c'est de 25 à 40 euros. À vous de choisir ce que vous voulez. Ici, vous avez le choix entre un OS avec un écran ou un OS sans écran, c'est-à-dire juste en ligne de commande. On va faire juste en ligne de commande, c'est ce qu'on appelle un Raspberry Pi OS Lite. Ici, il nous demande, OK, bah, comment veux-tu le configurer? Donc, on va dire, bah, voilà, le Raspberry Pi local, c'est ce qu'on veut faire, ça va être son host name. Ensuite, on va lui donner un nom d'utilisateur qui va être root, le nom de l'administrateur, lui mettre un petit mot de passe. Voilà. Ensuite, on va lui donner le Wi-Fi sur lequel il doit se connecter. Et en fait, il s'avère que moi, mon Raspberry Pi, je le connecte sur un Wi-Fi qui s'appelle Raspberry Pi .local. Donc ça, quand un invité via sur mon jeu dans la forêt ou dans un bar ou autre comme ça, j'ai juste besoin d'ouvrir aux invités. Les gens voient Raspberry Pi .local, il suffit de taper le nom du site web et ils ont les informations pour continuer. Donc ici, je le connecte au Raspberry Pi, au Wi-Fi local. Je lui donne le mot de passe du Wi-Fi, je mets que je suis belge. Ici, je vous conseille fortement d'utiliser le mot de passe et non pas la clé SSH, parce qu'à chaque fois que j'utilise la clé SSH, il y a un truc qui foire. Et le mot de passe, on peut le retirer par la suite. Donc moi, je laisse en mot de passe. Et c'est parti, on lui demande de s'installer. Pendant qu'il est en train de s'installer, on peut aller générer la clé. Donc ici, je crois qu'après, je suis en train de générer la clé. Voilà. Vous voyez, si on va dans le dossier
.ssh sur Windows ici. Voilà, on va simplement mettre ces commandes-là. Voilà, et en fait, ça nous permet d'avoir un eloi.ssh. Maintenant qu'on a notre .ssh, on a bien généré une clé qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Vous voyez ici, ça c'est le dossier .ssh de Windows. Et vous voyez que là, j'ai une clé ou deux qui ont été utilisées par moi. Nous, ce qu'on veut faire, c'est en générer une. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est on va faire écrire .ssh. Alors, ici, ce que je viens de faire, je remonte en arrière. Ce que je viens de faire ici, c'est de retirer les no-hosts, c'est-à-dire les sortes de trucs qui retiennent chez qui je me suis déjà connecté, parce que j'ai d'autres Raspberry Pi qui ont le même nom. Et donc, du coup, j'ai retiré les cookies, le cache de SSH. Donc là, je fais SSH-keygen dans le but de générer une clé. Je lui dis, alors là, justement, il a fini d'installer Raspberry Pi, donc je lui dis c'est bon. Ici, on lui met pas de mot de passe, donc on lui dit juste voici, son nom ça va être Piki. Et vous pouvez voir qu'il m'a généré une clé qui s'appelle maintenant Piki. Piki privé et public. Vous voyez, au-dessus de mon curseur, c'est privé et en dessous, c'est public. Privé, c'est ce que vous voulez garder privé et public, c'est ce que vous allez utiliser pour dire au Raspberry Pi j'autorise cette personne à me connecter sur l'appareil. Bon, vu que maintenant mon Raspberry Pi il est allumé, il faut le brancher. Yep, yep, yep. Voilà. Donc là, je suis en train de. Voilà. Donc là, j'ai mis l'écran du Raspberry Pi. Et donc, vous allez voir ce qui se passe. Donc, quand le Raspberry Pi va démarrer, il va générer une clé SSH pour l'appareil. Et puis, il va installer pas mal de choses. Voilà. Donc là, il va commencer à installer plein de choses, par-ci, par-là. Voilà. Je vais skipper un peu. Voilà. Ici, il va vous demander votre login. Il ne faut pas le rentrer parce que vous voyez que l'adresse IP, elle est à 127.0.1.1. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore totalement tout fini parce qu'il ne s'est pas connecté au Wi-Fi. Donc, on va continuer, on va le laisser redémarrer. Et il redémarre tout seul. Une fois qu'il aura redémarré, là, vous allez voir qu'il aura enfin cette adresse qu'on attend. Voilà. Vous pouvez voir que maintenant, il a une adresse. Donc, il est connecté sur le réseau Wi-Fi de notre ordinateur, de l'endroit où on se trouve. Maintenant qu'il est connecté sur le réseau Wi-Fi, on peut revenir sur mon PC, donc je le laisse comme il est, et on va pouvoir aller vérifier qu'il existe. Ici, vous voyez, je fais ping Raspberry Pi, qui veut dire ping.raspberrypi.local, et ça va nous permettre de voir que le Raspberry Pi existe bien sur le réseau Wi-Fi et mon ordinateur y a accès. Vu que j'y ai accès, je vais pouvoir du coup m'y connecter. Ici, je fais SSH pour dire je veux me connecter. Root, c'est le nom de l'utilisateur. @Raspberry Pi pour dire lequel je suis en train de viser sur le réseau. C'est son nom de domaine. C'est comme si vous aviez un petit site web sur le réseau local. S'il me demande est-ce que vous voulez sauvegarder un fingerprint, c'est une sorte de truc qui se souviendra la prochaine fois que vous vous connectez. Du coup, vous n'aurez pas besoin de remettre la clé et de retout faire. Je dis oui, oui, pas de problème. Et là, vous voyez qu'en fait, le mot de passe, le password n'a pas fonctionné. Donc, je suis censé pouvoir me connecter avec le mot de passe et l'utilisateur, mais il ne me laisse pas faire. Du coup, vu que dans les 3 précédentes vidéos, j'ai eu des problèmes avec ça, avec le SSH, les clés et tout, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller le faire au clavier. Donc ici, vous pouvez voir que le mot de passe de mon Raspberry Pi, c'était 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je mets root, je mets le mot de passe. Ici, on a le Raspberry Pi qui est connecté en tant que root. Donc là, on est sur l'écran avec le clavier. Voilà. Et en fait, ce que je vais écrire, c'est sudo apt install pi connect et light. Light, ici, c'est super important. Si vous faites une version qui n'a pas d'écran, il vous faut absolument lit. Light ou lit, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, on dit, est-ce que le remote de Pi, qui a une application de Pi, on peut l'installer? Si on peut l'installer, je veux la version qui soit lit, qui soit légère. Ici, il va installer tout ça. Voilà. Maintenant qu'il est installé, on va juste faire la commande qui nous dit ici logging.ctl enable la linear. Dans mes souvenirs, c'est juste pour qu'il puisse démarrer au démarrage en même temps que le Raspberry Pi. Puis on va faire un petit Raspberry Pi connect et puis on va faire un petit Raspberry Pi sign in. Donc voilà, donc ici liner, connect, signing. Et là, il va nous générer une sorte de lien. Donc vous voyez, ça c'est un lien temporaire qui n'existe que pour 30 secondes. Et si vous le tapez, vous allez pouvoir lier ce Raspberry Pi à un compte Raspberry Pi en ligne. Je dois revenir sur le PC. Donc on va attendre que je revienne sur le PC. Voilà. J'attends que j'ai laissé un peu le truc couler apparemment.
Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai mis le lien dans mon navigateur. Et le fait que j'ai mis le lien, il me dit, bah ok, bah, c'est quoi le nom de l'appareil que vous voulez maintenant ajouter? Donc, je dis, bah c'est mon Raspberry Pi 0W. Il dit, c'est bon, je l'ai ajouté à tes appareils sur ton compte Raspberry Pi Connect. Et alors ce compte-là, l'avantage, c'est qu'il est en double authentification, ce qui veut dire que depuis n'importe où sur le web, je peux dire, est-ce que ce Raspberry Pi est disponible et est-ce que je peux le contrôler? Et si j'ai prouvé que j'étais bien illustré, j'y aurai accès. Vous voyez ici, c'est tous les Raspberry Pi qui sont chez moi et qui sont éteints. Ici, il n'y a que celui-là, il n'y en a que deux qui sont en ligne. Le host online qui est un serveur en ligne et le Raspberry Pi W que je viens d'ajouter. Si je fais connect, on peut constater que je vais pouvoir me connecter sur ce Raspberry Pi 02W. Voilà. Magnifique. Donc là, ça veut dire que je me suis connecté dessus. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre ma petite clé SSH et l'ajouter à l'appareil en lui disant j'accepte que cette personne vienne chez toi. Donc ici dans la vidéo, je l'ai régénéré la clé. Donc vous voyez, j'ai fait SSH-keygen pour dire je veux générer une clé. Piki, il me demande est-ce que je veux écraser la précédente, je fais oui. Et là, je viens d'écraser la clé. Ce qui veut dire que quand je fais start point, il va ouvrir la fenêtre ici. Je vais pouvoir aller ouvrir le fichier pour voir sa clé publique. Ça, c'est la clé publique de mon Raspberry Pi. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire à mon Raspberry Pi, enfin, pas de mon Raspberry Pi, mais je vais pouvoir dire à mon Raspberry Pi, cette clé-là, s'il arrive à prouver qu'il a la clé privée, il peut venir sur le Raspberry. Je vais le prendre, je vais aller dans sudo nano, et puis on va aller dans le fichier SSH. Donc la petite vague, ça veut dire, donc ça veut dire sudo, ça veut dire j'ai tous les droits, nano, ça veut dire j'édite. La petite vague, ça veut dire va dans l'utilisateur, .ssh, va dans l'endroit où on peut mettre les clés. Et alors ici, il y a authorize key qui va le permettre de dire c'est j'aimerais bien autoriser une certaine clé. Donc il me dit ok, bah c'est bon, mais du coup, c'est quoi que tu autorises? Et je lui ajoute la clé. Ça veut dire que j'ai deux clés. J'ai celle que j'ai à générer avec vous et celle que j'utilise pour tous mes Raspberry Pi. Donc je vais aller pour la clé publique de tous mes Raspberry Pi et je vais l'ajouter. Donc là, il y a deux personnes qui sont autorisées à venir sur mon Raspberry Pi. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir redémarrer sudo service SSH restart. Je vais redémarrer SSH juste pour être sûr qu'il est bien tout chargé. Et donc normalement, je devrais pouvoir m'y connecter. Donc ici, vous allez voir, je vais faire SSH-i pour dire j'aimerais bien me connecter en tant que quelqu'un. La clé, elle se trouve là-bas, la clé privée. Et j'aimerais bien me connecter à root@raspberrypi.com. Voilà. Donc je dis utilise cette clé là-bas pour me connecter sur le Raspberry Pi. Et vous voyez qu'il m'a laissé rentrer parce qu'on a autorisé cette clé privée à accéder au Raspberry Pi. Magnifique. Maintenant qu'on a ça, ce serait bien d'avoir un éditeur de code qui vont nous permettre de plus facilement travailler. Donc moi, je vais aller chercher Visual Studio que je vais installer sur la machine, comme vous pouvez le constater. J'accepte les licences, j'accepte les trucs et tout. Voilà. Alors, petit conseil pendant qu'il est en train d'installer, n'hésitez pas à brancher votre Raspberry Pi sur un voltage adéquat. Parce qu'en étant pas adéquat, il est ralenti et il plante. Et j'ai eu beaucoup de problèmes dans cette vidéo où en fait j'ai attendu comme un bête que ça redémarre et tout, mais c'est juste qu'il n'avait pas assez de courant qui redémarrait tout le temps. Alors, ici, j'ai loupé 2-3 trucs, donc je vais revenir en arrière. Ok. Donc voilà, ça c'est, on est en train d'installer Visual Studio. Et une fois qu'il va être installé, vous allez voir, je vais faire un truc un peu particulier. Ici, un pop-up. En fait, vous pouvez aller dans l'extension là-bas. Et dans l'extension, il y a plein de choses que vous pouvez installer. Dedans, il y a un truc qui s'appelle Remote SSH. Et Remote SSH, ça va permettre dans Visual Studio d'aller chercher les fichiers, modifier les fichiers, utiliser Git, utiliser le terminal, utiliser du code, faire tourner du code sur votre Raspberry Pi, sur votre Linux, et tout plein. Tant que c'est en SSH, il arrive à contrôler l'ordinateur à distance et faire des choses dessus. C'est extrêmement puissant et génial. Bon, moi, j'ai un install parce qu'il est déjà installé, mais vous avez un install. Une fois que vous avez installé Remote SSH, vous avez ce petit ordinateur-là. Comme vous pouvez voir, là, c'est tous mes Raspberry Pi. On peut voir que là, c'est mon serveur, que sur mon serveur, il y avait, enfin, c'est mon Raspberry Pi 5, ça, pardon. Il y a 2-3 trucs d'installer. Par exemple, ici, c'est mon serveur et on peut voir que j'ai un tunnel qui va permettre d'envoyer des trucs. J'ai des trucs de Warcraft, j'ai des Discord, j'ai des Twitch et des trucs comme ça. Donc, c'est très, très, très pratique. Bon, là, en l'occurrence, vous avez un fichier qui s'appelle config, qui se trouve dans eloi.ssh, donc ici dans votre utilisateur.ssh, qui va permettre de dire bah, son petit nom, c'est ça. Son hostname, c'est ça. Donc c'est comme ça que tu vas le contacter. Son utilisateur, c'est root, parce que tout le monde peut avoir des utilisateurs différents. Et la clé dans laquelle je veux me connecter, elle se trouve là-bas sur l'ordinateur Windows. Donc c'est utilisateur pour ta. Et en faisant ça, ça va me permettre de dire bah ok, je veux me connecter au Raspberry Pi avec ça à chaque fois qu'on va cliquer sur la petite icône là-bas. Donc ça, c'est un fichier que vous pouvez éditer sur Windows. Vous n'avez pas besoin de Visual Studio pour ça.
Mais Visual Studio permet de le faire facilement. Donc maintenant qu'on a ce fameux fichier dans lequel on a mis notre fameux Raspberry Pi, hostname, Raspberry Pi point local, root et puis la clé, ça veut dire qu'on va pouvoir aller s'y connecter. Donc ici, on va taper F1 pour dire montre-moi les commandes. Et en tapant F1, on va pouvoir trouver Remote SSH pour dire je veux me connecter à cet hôte. Ici, il me dit bah, quel hôte. Et je lui ai donné Raspberry Pi. Donc là, on aurait dû écrire SSH root, arrobas, Raspberry Pi, machin. Donc ici, il me les a proposés vu qu'il était dans le config. Donc là, la première fois qu'il vient, il va installer des trucs sur votre Raspberry Pi et installer des trucs dans Visual Studio qui va permettre la connexion. Donc c'est un peu long, faut attendre que ça se fasse. Voilà, Raspberry Pi s'est lancé, magnifique. Ici, dans Run, vous avez un truc qui s'appelle Terminal. Je vais essayer de l'attraper en vol. Run, Terminal, ici, nouveau terminal, qui va vous permettre d'avoir ce truc où vous allez pouvoir faire des lignes de commande comme vous auriez fait ici dans la fenêtre précédemment. Je ferme un peu tout, vu que finalement on a ce qu'il nous faut. Magnifique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de pouvoir recharger Raspberry Pi Connect juste pour être sûr que tout soit bien installé, que Linger soit bien installé, etc. Donc je retape la commande juste au cas où. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour être sûr de travailler correctement, il me faudrait un Raspberry Pi qui soit à jour. Donc je vais demander d'aller chercher les mises à jour et de les installer. Donc ça, c'est une partie qui prend beaucoup de temps. Donc une fois que vous la lancez, vous allez pouvoir aller chercher un café. Donc ici, vous voyez que ça va installer les trucs. Bon, dans mes souvenirs, j'avais attendu. J'étais juste allé voir un petit peu la suite de l'aventure, mais j'avais attendu. Vous voyez qu'ici, il me dit est-ce que je peux pousser sur tout Y pour tout installer. Voilà. Et il est en train d'installer les choses. Donc là, je suis en train de lire un petit peu à l'avance. C'est ça que je suis en train de faire dans la vidéo, pendant que tout est en train de s'installer ici. Ça prend beaucoup de temps. Ici, vous êtes en accéléré, mais ça prend vraiment un temps de dingue d'installer tout ça. Voilà, j'attends que ça s'installe, hein. Ici, nous, on est en accéléré, donc ça va vite. Nananana. Alors là, ce que je suis en train de regarder, c'est comment on fait pour ouvrir les ports parce que je m'en souvenais plus. Et il y a des ports à ouvrir. Donc ici, on doit faire install uwf machin-i pour dire installe-moi ce logiciel. Puis on va pouvoir ouvrir les ports. Le VA2, c'est pour les SSH. Le 880, c'est pour le site web. Le 46025, c'est pour ce qu'on va utiliser, le Raspberry Pi, le WebSocket qui en permet d'envoyer et de recevoir des entiers. Le 15, c'est celui qui va faire si vous voulez faire de l'authentification par cryptographie. Le 360, le 123, c'est pour ce qui est le serveur NTP, donc c'est le temps synchronisé, qui normalement est en UDP, pas en TCP, mais j'ai ouvert les deux. Et le 36K, c'est juste un truc que j'ouvre moi pour envoyer des messages en UDP, pour dire vas-y, fais ça. Il y a des applications que j'installe qui permettent de transmettre en UDP des messages sur le serveur. Donc voilà, c'est tous les ports que j'utilise, donc je les prépare. Et on va pouvoir aller les donner une fois qu'il aura fini de tout installer. Comme je vous ai dit, à installer, ça prend du temps. C'est pour ça que vous voyez que je suis en train de prendre du temps sur le côté. Donc là, on a fini d'installer le Pi et le SSH. On est en train de regarder à comment on fait pour installer un NTP server. Donc, comme prévu, il fallait mettre à jour ce qu'on est en train de faire. Et on va passer à cette suite-là juste après. Alors, il s'avère que, je ne le sais pas encore dans la vidéo, mais il s'avère que je vais devoir installer Git, parce qu'apparemment Git n'est pas installé dans la version light de l'OS Raspberry Pi, donc il faut le faire soi-même. Ici, je vais passer un petit peu, parce que c'est juste attendre que ce soit fini. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donc là, il a fini. Alors, vous voyez ici, j'ai pris le lien, je l'ai copié. Donc là, il va installer le truc pour les ports. Et une fois qu'il a installé les trucs pour les ports, ça va automatiquement ouvrir les ports, vu que j'ai donné les liens. Et donc, voilà, c'est en train de s'installer. Et là, vous voyez, il a ouvert directement tous les ports que je lui ai donnés. Donc maintenant qu'il a installé le truc pour les ports et qu'on est prêt, j'essaie de faire des copier-coller du projet avec Git, sauf que Git n'est pas installé sur la machine. Et c'est là que je suis en train de me rendre compte que c'est Git qui pose problème. Donc ce qui va se passer ici, c'est que je vais devoir aller sur Git. Donc il va falloir que j'apprenne à installer Git. Et je me souvenais que j'avais une ligne de commande pour ça. Donc je la recherche, et voilà.
Vous voyez ici, si je mets git version, on peut voir que il n'a pas reconnu la commande, ce qui veut dire que je dois l'installer. Donc on va faire un sudo apt. Pour sudo, c'est-à-dire je suis un admin. Apt, c'est le truc avec les applications. Install pour dire installe-le. Et git-all, c'est-à-dire tout ce qui concerne Git pour que Git fonctionne. Donc maintenant qu'on a fait ça, il est en train de l'installer. Il me dit c'est beaucoup à télécharger. Je fais ouais, pas de problème, vas-y. Donc ici, on le laisse télécharger et installer tout ça. Le truc, c'est que maintenant Git va être installé, tant que j'y suis, autant installer d'autres choses. Et en plus de Git, vous allez devoir utiliser du Python parce que mon serveur tourne avec du Python. Ce serait préférable de le faire tourner en Rust, mais mes compétences Rust ne sont pas non plus les plus puissantes du monde pour le moment. Et le Python est lisible par tout le monde, donc je préfère le laisser en Python pour le moment. Donc là, il est en train d'installer Git, donc on va skipper. Voilà. Git est installé, magnifique. Donc si on fait git-version, on voit que Git est installé, on est bon. Donc on va aller installer Python. Donc je vais faire sudo app install Python 3 pour dire vas-y installe-moi Python 3. Et apparemment ça a été très rapidement parce que c'était déjà fait apparemment. Donc on va dire ok c'est bon, mais maintenant moi ce que j'ai besoin c'est de sudo app install Python 3-pipe. Pipe, c'est ce qui va vous permettre de télécharger des outils en ligne et de les mettre directement sur votre Raspberry Pi. Donc on va le laisser installer tout ça. On va dire oui, on veut bien installer tout. Voilà. Maintenant que Python, Git et pipe de Python est installé, on va pouvoir passer à la suite, qui est d'installer le serveur NTP et le reste. Ok, magnifique. On est à jour, on a notre Git, on va pouvoir cloner du coup ce projet sur l'ordinateur. Ici. Git clone. Voilà. Je m'en sors un peu, j'ai un peu galéré pour une connerie, mais finalement ça va se faire, t'inquiète. Voilà. Je passe parce que c'est juste moi qui galère alors que c'est juste un bête git clone. Ici, vous voyez, on fait git clone, puis on donne l'endroit où on veut le stocker. Et alors, vous voyez que moi, je le stocke dans /git pour dire que j'ai des projets Git. Puis j'ai une nomenclature qu'il faut absolument respecter pour la suite des trucs. Parce que sinon, les services et les timers ne vont pas fonctionner. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on installe ce truc-là juste pour la documentation. Il n'y a pas de truc qu'il faut faire tourner. Mais pour la documentation, je préfère l'installer pour qu'on sache qu'il y a ça. Sudo apt install ntp-y, ça veut dire peux-tu m'installer un serveur Network Time Protocol qui va permettre de synchroniser le temps des gens qui demandent. Donc ça veut dire qu'on peut synchroniser avec Bruxelles, avec les Américains, avec ce qu'on veut. Puis quand on se coupe et quand on est en ligne, les appareils vont pouvoir contacter ce Raspberry Pi pour dire quelle heure est-il. Et donc on va pouvoir faire la différence entre l'heure qu'il est et l'heure sur le Raspberry Pi et dans le jeu ou dans votre application. Et c'est ça qui est très utile. Donc ici, vous voyez, on a installé le serveur. Du coup, maintenant, quand on fait sudo system statut ntp, on a ce genre de truc qui nous dit c'est bon, je suis en train de tourner. Je suis un petit serveur, je suis en train de tourner. Bon, le truc, c'est que notre serveur, il faudrait le synchroniser avec des gens en ligne. Il y a un truc qui s'appelle Debian et il y a un truc qui s'appelle BE Pool. Alors moi, je suis belge, donc je préfère le synchroniser avec les serveurs belges. Donc ici, j'ai fait sudo nano etc ntp.config et puis ça m'a donné ce truc-là. Et là, j'ai de copier ça. Sauf qu'il nous faut un autre truc, c'est qu'il faut aussi dire qu'on ouvre le serveur NTP à tout le monde, parce que sinon il est accessible que à mon ordinateur pour le moment. Donc restrict 0000, ça veut dire permet tout le monde de venir se connecter sur mon petit serveur. Tant qu'ils ont accès à mon serveur, ils peuvent s'y connecter. Voilà, c'est ça que j'ai à faire. Maintenant que j'ai fait ça, c'est-à-dire que mon serveur, techniquement, il est contactable. Alors, le truc, c'est que j'aime bien le synchroniser sur le temps de Bruxelles. Donc là, je fais un petit sudo time pour dire vas-y, synchronise-toi sur Bruxelles. Et NTPQ machin T, là, je crois que ça veut dire connecte-toi avec les pairs, normalement. Synchronise-toi avec les pairs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit enable juste pour être sûr que tout soit bien setup. Puis on va redémarrer le NTP et on devrait être bon. Alors, vu qu'on l'a déjà fait auparavant, on a ouvert le port 128, mais si on ne l'avait pas déjà fait, il aurait fallu le faire maintenant. Sudo app install, pour permettre d'ouvrir les ports, et puis on aurait ouvert le port 123. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est vérifier que ça fonctionne. Alors, le truc, c'est qu'on peut vérifier sur l'appareil en lui-même, sauf que je me suis aperçu que le 0 n'étant pas fort alimenté, il a pris une plombe à s'installer, il n'a jamais bien voulu. Donc finalement, j'ai dû le faire sur mon PC. Donc
Ici, vous voyez, il n'arrive pas, il a du mal et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été le mettre directement sur mon PC à moi. Je vais passer un petit peu tout ça. C'est juste moi qui galère. Ok, gna gna gna. Attends. Là, je crois que j'ai passé une étape là. On revient en arrière. Voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est j'ouvre l'éditeur de Python. Donc ça, c'est l'éditeur par défaut de Python, le IDLE Shell. Je copie le code qui est en ligne sur le serveur, sur le guide du NTP. Je sauvegarde le fichier et je vais l'exécuter. Et vous voyez qu'ici, on peut voir offset of the Raspberry Pi local est de 124 secondes. Donc entre mon ordinateur à moi et le Raspberry Pi, il y a une différence de 124 secondes, qui est plus grande qu'une seconde. Donc là, il me dit attention, les deux appareils ne sont pas synchronisés. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on va juste ajouter ça au temps local et on aura le même temps que sur le Raspberry Pi dans nos jeux et dans nos applications. C'est à ça que ça sert. Donc ça veut dire que là, sur le Raspberry Pi, le NTP il est bien installé, on est bon, on peut passer à la suite. Si on retourne sur le lien de la page, le point de départ de l'installation, on peut voir qu'on a fait la connexion avec le Pi, on a fait le SSH, on a fait le serveur NTP. Ben maintenant, il faudra un petit site web, en ce qu'on appelle du Flask. C'est une sorte de site web très léger qui permet de mettre un petit peu de code. Dans ce site web, on va rajouter une page qui s'appelle hostname, qui va nous permettre de dire est-ce que tu es un Raspberry Pi, et une page qui s'appelle Unique ID, qui permet de dire donne-moi l'ID unique du hardware du Raspberry Pi. Ce qui va nous permettre de demander est-ce que je suis bien sur Raspberry Pi, est-ce que je suis bien sur le Raspberry Pi que j'ai envie, si jamais il y en a plusieurs. Donc ça, c'est ça qui va nous être pratique. Ici, on va aller prendre le Git et on va le copier sur le Raspberry Pi, comme vous pouvez voir ici à git appint-flask. Donc là, on vient de copier le code sur la machine. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre un service qui, au début de l'ordinateur, va démarrer cette application et la garder en vie. Vous voyez ici, on va aller dans etc système, système tatata, et on va aller créer un fichier ici qui s'appelle .service. Et dans ce fichier, on va copier ce petit bout de code qui dit je suis un service Flask de Upint.io. Je vais démarrer sur le réseau. Quand je démarre, je vais juste lancer en Python ce script-là dans ce dossier-là, et je vais rester tout le temps en vie. Et c'est l'utilisateur, le root, qui va pouvoir me lancer ici. Le truc, c'est que c'est bien beau de lancer le script, sauf que s'il crash, il faut pouvoir le relancer, et il faut bien le lancer au début. Et donc en fait, on va faire ce qu'on appelle un timer, qui lui va garder en vie ce script-là. Donc vous voyez que ici, je vais éditer le fichier ici upin-flask.timer, donc le créer ce fichier, et je vais copier ce petit bout de code qui dit bah toutes les 5 minutes, tu vérifies que le service est en ligne. Tadam! Donc là, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, si jamais il y a un problème, il relancera le serveur. Alors le problème, c'est qu'on a changé des fichiers qui sont natifs et très importants pour le Raspberry Pi, donc il va falloir recharger le daemon reload, on va recharger le système de Raspberry Pi, puis on va accepter que ces services puissent tourner, et on va les redémarrer pour être sûr et vérifier qu'ils tournent. Donc, je copie ça, voilà, qui valide, il redémarre, et on peut voir le vert, donc c'est qu'il est en train de tourner. Magnifique. Alors, comment on peut vérifier qu'il tourne? Bah, on va aller vérifier que le site web il tourne. Et là, on peut voir qu'il y a un petit problème, il ne tourne pas vraiment. Donc j'ai fait une connerie quelque part. Dans mes souvenirs, je me souviens plus ce que c'était. J'avais fait une bêtise. Je crois que c'est... Ah oui, j'avais oublié d'installer des trucs de Python. Ce qu'on a en Python, donc si vous n'avez pas installé le module qu'il faut, il ne va pas tourner. Donc vous voyez, ça c'est le code Python qui aurait dû tourner. Il faut le temps que je m'aperçoive de ce qui s'est passé. Ici, vous allez voir, quand je vais réussir à faire tourner ici, vous voyez qu'au-dessus de mon code, j'ai mis, bah, pour pouvoir fonctionner, j'ai besoin que vous fassiez appel à pi, install, flask et markdown, et que vous cassiez le système de votre Raspberry Pi. C'est-à-dire, installe-le malgré que ça peut tout faire péter. Donc ici, je vais devoir installer flask, qui est ce truc-là, et markdown, c'est juste pour pouvoir avoir des pages qui sont plus facilement écrivables et lisibles quand vous faites des sortes de petites pages de documentation. Donc ici, on va redémarrer mon Raspberry Pi, aller copier cette méthode-là, enfin ce bout de code-là que vous avez vu. C'est là que vous allez voir que je galère, c'est juste parce que j'ai pas mis assez de courant dans le Raspberry Pi, et du coup il arrête pas de se déconnecter, de se reconnecter. C'est ça que je disais, que la vidéo est un peu longue à cet endroit-là.
Il y a des moments donnés où on ne sait pas ce que je fais, mais c'est juste moi qui comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. Vous voyez, j'essaie de me connecter, il a du mal, ça prend une plombe, c'était pas normal. Je croyais que c'était le Raspberry Pi qui était un peu lent, mais il était juste sous-alimenté en volts. Voilà, donc là on peut voir qu'il est connecté, magnifique. Donc là on va aller chercher le fameux bout de code dont je vous ai parlé. Yop, yop, yop. Allez. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, c'est parce que je voulais vérifier que tout fonctionnait bien. Voilà, donc ici, j'ai installé Flask et Markdown, sauf qu'en fait, il y en a un dernier qui manque, qui est NTPlib, qui permet de se synchroniser avec le serveur. Donc ici, vous voyez, j'ai dû rajouter NTPlib dans la commande, mais une fois que c'est fait, il va installer tout ça. Voilà, donc maintenant que j'ai installé NTPlib, que j'ai installé Markdown et Flash, ben, mon serveur veut bien tourner, on peut voir qu'il va tourner ici, et qu'il est disponible. Donc si je vais sur le site web, local, on va passer pas sur localhost, c'est Raspberry Pi, raspberrypi.local, voilà, et qu'on tape /service, ben, en fait j'ai fait une toute petite page web dans le code que je vous ai fourni, ici dans Flask Server, qui permet de savoir quels sont les services en cours qui tournent. Vous voyez, ça va permettre de pousser des messages en étant connecté. Ça va permettre de pousser des messages sans pour autant devoir être connecté. Ça, c'est un truc qui permet de relayer des messages UDP vers ces deux-là. Flask, bah, c'est le site web qui, pour le moment, échoue. Et en tout cas, le service échoue. Et ça, c'est un truc que j'ai retiré, qu'il faudrait que je retire totalement maintenant, qui est une sorte de client en Python et en JavaScript, mais il faut que je le retire. Par contre, on voit que le NTP, il est en train de tourner là. Ok, donc on a une page bonjour d'accueil, on a une petite page service, on a une page hostname qui va permettre de savoir sur quel Raspberry Pi on se trouve. Vous voyez ici, on a Raspberry Pi. On a Unique ID qui va nous permettre d'avoir l'ID du hardware. On a IPv4 qui va donner l'adresse IP de l'appareil sur lequel on est en train de regarder. On a IP tout court qui va donner toutes les adresses IP, c'est-à-dire IPv4 mais aussi IPv6. On a service évidemment. Et donc voilà, on peut rajouter des pages, il y en aura sûrement d'autres dans le futur, mais c'est les pages principales. Bon, magnifique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai vu qu'il y avait un problème avec le serveur, donc il va falloir que je règle ce problème. Donc du coup, j'essaie de trouver ce que c'était, je me souvenais plus ce que c'était. Voilà, donc en gros, ici, j'ai juste été dire mon Raspberry Pi, tu recharges le truc, tu le mets, tu redémarres le service en étant enable, et tu les redémarres. Normalement, ici. Ta-ta-da-ta-da. Bon, j'ai un peu galéré à certains endroits, c'est pour ça que vous voyez. Alors ici, vous voyez, je vais redémarrer le Pi juste pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, je redémarre un coup. Le temps qu'il redémarre, je fais autre chose. Et voilà. Là, je vais vous montrer un peu les pages. Il y a help, il y a readme, il y a machin. Maintenant, si je ping le Raspberry Pi, on le voit. Si je vais sur service, RTFM, c'est read the fucking manual. Si vous tapez le Raspberry Pi /RTFM, vous allez tomber en fait ici sur la page ici sur AppRoot, qui veut dire la page RTFM. Tu vas servir à la page qui s'appelle RTFM. Donc je vais aller chercher le markdown du RTFM. Je regarde si je le vois dans la vidéo. Voilà, ici. Vous voyez ici, ça veut dire si tu me demandes une page, tu vas et que quelqu'un met /md1, on va aller chercher le fichier qui s'appelle rtfm.md, on va aller le charger, puis on va le mettre dans un template HTML, et puis on va remplacer le body et le title par la page et par le markdown. C'est simplement que ça fait, ça permet d'avoir vite fait des pages de documentation sur le Raspberry Pi s'il y a besoin. Voilà. Alors, il y a une autre page qui s'appelle Push ID qui permet d'envoyer des entiers. Vous voyez ici, si je mets index, c'est le nom du joueur, enfin le numéro du joueur. Value, c'est la valeur que je vais envoyer. Date 0, c'est-à-dire je sais pas, débrouille-toi. Et puis ici, délai, c'est si vous voulez mettre un délai à ce message pour qu'il arrive un peu plus tard. Mais donc, basiquement, ici, si vous mettez, voilà, si vous mettez 4 et puis ce nombre-là, ça va envoyer que le joueur numéro 4 envoie la valeur 4, 5, 6, 4. Comme ça que vous pouvez facilement envoyer, débugger votre application en envoyant des chiffres, par exemple, si vous voulez. Bon, je ne le montre pas dans la vidéo parce qu'il fallait vérifier que ça fonctionne et j'avais pas encore installé tout ce qu'il fallait, donc je préférais le laisser de côté. Je dis juste que cette page-là existe. Ok, ici, maintenant, c'est bien beau. On a installé le Pi, le SSH, le NTP, le Flask. Bah, maintenant, il faut installer le fameux serveur dont on parlait.
serveur d'entier. Donc on va aller copier le code du serveur WebSocket, ici sur l'ordinateur. Maintenant que le code du WebSocket est installé, on va lancer un service qui va le garder en vie, ici. Hein. Donc vous voyez qu'il est stocké dans Git, Upins, Trusted, c'est-à-dire qu'on fait confiance, Push ID, ça veut dire qu'on veut pousser des entiers. Et en fait, Push ID, normalement, c'est Push and Receive, mais c'est juste qu'au début, j'ai fait juste du push, puis finalement, j'ai fait du receive. Qu'ici, on envoie et on reçoit des AID de manière sans vérifier le mot de passe. Donc ici, on copie un timer qui, toutes les 10 secondes, va vérifier que le serveur tourne toujours. Voilà. Maintenant, il faut recharger le daemon comme pour l'autre. Hein. Recharger le daemon, vérifier que tout tourne bien, relancer les trucs, vérifier que les services tournent. Et a priori, on a un serveur qui devrait en théorie tourner. Dans la théorie seulement, parce que j'ai eu des problèmes par la suite, donc on va les vérifier. En fait, ce qui se passe, c'est que premièrement, il faut installer un module qui s'appelle Tornado. Donc Tornado, c'est un module Python qui permet de faire du WebSocket de manière assez optimisée. Donc il faut installer Tornado, donc on va faire pi install Tornado. Mais il y a peut-être d'autres trucs à installer, donc j'ai été vérifier, et il y a Request. Request, c'est pour faire des petites requêtes vers des pages web. Donc ici, on va installer Request et Tornado. Voilà. Et malgré que j'ai installé ça, j'ai eu des bugs partout parce que la vie, hein. Avec le petit break system qui permet évidemment d'installer en forçant l'install. Une fois qu'ils sont installés, j'ai eu d'autres problèmes. Du coup, j'ai juste redémarré le Raspberry Pi en me disant bon, c'est pas grave, ça va les résoudre. Mais en fait, ça les a pas résolus. Le problème ici, c'est que avant de faire ce que je viens de vous montrer ici, j'avais pas poussé le code sur mon autre Raspberry Pi. Donc j'ai un Raspberry Pi 5 sur lequel je faisais ce code-là et je ne l'ai pas poussé en ligne. Donc dans cette vidéo-là, je vais passer un petit peu parce que tout ce que c'est ici, c'est que je vais en fait aller me reconnecter sur le Raspberry Pi qui est là-bas et pousser le code qui est en ligne pour le récupérer. Donc on peut skipper toute cette partie-là. A priori, on est bon. Voilà. Et en fait, en plus de ça, j'avais pas encore renommé le service. Donc du coup, il y avait eu un problème. Maintenant, il est bien renommé. Donc quand vous allez faire un copier-coller, normalement de votre côté, ça devrait être le bon copier-coller. Alors, évidemment, n'oubliez pas, quand vous utilisez Git, de faire git config global en mettant votre nom et votre prénom, hein, que ce soit sur le Raspberry Pi ou votre propre ordinateur. Voilà. J'essaie de le mettre en ligne. Gna, gna, gna. Donc ça, c'est une partie qui est passable. Hein. C'est juste moi qui répare une erreur que j'ai faite. J'attends de voir. Alors j'ai galéré comme un con parce que vu qu'il n'y avait pas le voltage, il y avait plein de trucs qui ne voulaient pas fonctionner. C'est pour ça que je skip pas mal vers la fin. Hop, je me reconnecte dessus. Ah oui. Donc là, a priori, c'est bon, on est revenu en arrière. C'est juste que je vais aller chercher le code en ligne. Parce que ça, c'est pas encore été cherché. Bon, ben on va skipper toute cette partie-là jusqu'à ce qu'on arrive à partie intéressante. Désolé, j'ai galéré à cause du fait qu'il n'y avait pas assez de courant. Là, on y est presque. J'en avais tellement marre que ça marche pas que j'ai essayé de me connecter par le site web en me disant c'est peut-être moi qui ai fait une connerie dans la connexion. J'étais en mode vas-y, mets-moi à jour. Désolé, c'est ça aussi l'informatique. Et en fait, dans mes souvenirs, j'ai tellement galéré à ce moment-là, sur cette partie-là, que en fait, j'en avais marre. Et j'ai arrêté en me disant que j'arrête. Et puis finalement, ça s'est bien passé et j'ai continué la vidéo. Ici, il faut que je change de vidéo. Donc, laissez-moi juste le temps de changer de vidéo. Voilà.
Alors, pop, pop, pop. Voilà. Donc voilà, donc là, basiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé le NTP, la connexion, le SSH, le Flask. On était en train d'essayer d'installer le serveur d'entier. Et j'avais échoué à cause de Git. Donc ici, ça s'est bien passé par la suite. Donc c'est ça qu'on va regarder maintenant. Juste réaccélérer la vidéo du coup. Playback, speed, fast, playback, speed. Désolé, je connais pas le raccourci pour speed, fast. Voilà. Et on va le mettre en plein écran. Voilà. Donc, SSH root Raspberry Pi. Ça fait qu'on se connecte. On va dans Git Trusted, hein, le fameux truc où on était. On fait un petit Python pour voir s'il tourne, run server.api. Et là, on peut constater qu'il tourne. Donc basiquement, vu que j'ai mis le code en ligne qui était correct, bah, finalement, maintenant, il tourne. Donc quand vous allez le faire dans votre propre vidéo, ça va tourner. Maintenant que vous avez ça, que vous avez testé les modules et tout, vous pouvez voir qu'on a un hostname qui s'appelle Raspberry Pi, on a une adresse IP et on a un port sur lequel vous pouvez vous connecter, qui est le 4625. Donc le 25 c'est trusted et le 15 c'est sécurisé. Enfin en tout cas avec une nécessité de s'authentifier. Papapa. Voilà, ta. Ok, magnifique. Le truc c'est que maintenant que ça tourne, bah en fait on a tout ce qu'il nous faut, hein. On a le serveur NTP, on a le serveur WebSocket. Il n'y a plus qu'à se connecter avec Unity. Donc on va aller choper ces outils donc, qui permettent de se connecter à Unity. Il y en a qui permettent de comprendre ce que c'est une clé RSA, il y en a un autre, c'est un client, un WebSocket. L'idée, c'est que vous ne devez pas vraiment réfléchir à tout ça, vous devez juste aller dans manifest.json, ici. Vous copiez le fameux truc que j'ai mis sur le site. Et là, en fait, il va installer tous les packages qu'il faut sur l'ordinateur. Ça prend son petit temps, hein. Des fois, il peut y avoir des bugs, donc des fois, il faut sortir, revenir, attendre que tout s'installe correctement. C'est les aléas de l'Unity. Et là, il est en train en fait, de télécharger tous les packages, de les mettre dans l'ordinateur et de les mettre à disposition du projet Unity. Voilà, vous voyez que maintenant, il a chargé toutes mes boîtes à outils ici. Il y en a, c'est des lobbies setup, des lobbies façade, des INT, ils ont tous une utilité et ils sont tous séparés parce que je sépare bien mes codes en boîte à outils. Qu'ici, dans INT Lobby Setup, vous pouvez voir qu'il y a une partie sample et dans la partie sample, il y a import qui va vous permettre de télécharger une sorte de démo d'utilisation dans votre projet. Vous voyez que maintenant, on a une petite démo ici qui s'appelle Démo INT Lobby No Password Quest 3. Donc ça, c'est si vous voulez faire un jeu sur le Quest 3. Vous pouvez voir qu'il y a un bleu ici qui est le fameux truc qu'on va utiliser, le préfab, et un rouge parce qu'en fait, j'ai mis une démo d'un système solaire qui n'est pas dedans, qui est optionnel. Vous voyez celui-là. Donc je vais aller chercher. Vous voyez que dans le site que je vous ai donné, il y a un peu plus bas, ici, il y a ici Time Person Interface. Ça, c'est un truc qui, comme pour Outer Wild, le jeu, va utiliser le temps pour bouger les objets dans le but de dire, ok, bah, si tu me donnes ce moment NTP et que tu me dis qu'on est à ce nombre de millisecondes, bah, la planète, elle est à cet endroit-là. Donc c'est un peu ça que j'étais en train d'essayer avec ces outils-là. On va copier Time Person Interface, aller dans Package Manager, on va ajouter au Git URL ce truc-là. Et bah maintenant, on a un outil qui nous permet de gérer le temps si on nous donne l'offset du serveur NTP. Donc tout le monde aura la planète au même endroit. Vous voyez ici, le système solaire, il est importé. Et ici, on a un offset, donc NTP offset mono. C'est un truc qui va permettre d'avoir dans votre projet Unity un truc qui va aller contacter le serveur NTP et savoir à combien d'offsets on se trouve du Raspberry Pi, combien de décalage on se trouve. Et si vous lui donnez, bah, il va pouvoir calibrer la planète. Vous voyez ici. Donc si je fais play, il ne va pas fonctionner. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas fonctionner? C'est parce que quand j'ai fait play, j'ai pas dit à Unity que je pouvais accéder aux pages web à l'extérieur de Unity. Or, pour trouver le Raspberry Pi, il va falloir que je trouve la page web du Raspberry Pi. Donc il va falloir que je contacte l'extérieur. Donc j'attends que ce soit ce que j'ai le faire. Voilà, ici, dans Project Setting, donc si vous avez File, Build, Project Setting,
ici, vous descendez tout en bas. Et ici, dans Allow Download over HTTP, on va lire j'accepte de pouvoir télécharger depuis HTTP, depuis un site web. Ça va nous être très important parce que vu que le Quest n'accepte pas le DNS, en tout cas les MDNS, il va falloir qu'on aille parcourir le réseau à la recherche d'un site web qui a une page qui nous dit que c'est un Raspberry Pi. Et donc un site web, c'est une page HTTP. Donc on dit j'accepte l'HTTP. Maintenant, quand je vais faire play, il va chercher l'HTTP du Raspberry Pi, il va le trouver. Du coup, il va pouvoir demander quel temps il est, quelle heure il est. Vous voyez ici, ça c'est tous ceux qui ont un port 8080 ouvert sur le réseau local. Et ceux-là, c'est tous ceux dont la page /host, ici, m'a retourné le mot Raspberry Pi. Donc ici, vous voyez, apparemment, le 192, il a un petit site web. Et si on le contacte à cette page-là, il me retourne Raspberry Pi. Donc, c'est celui qu'on cherche. Parfait, du coup. Vu que c'est celui qu'on cherche, on va prendre cette adresse IP et on va la distribuer plus loin. Donc ici, on va dire, ok, j'ai trouvé une adresse IP. Après 4 secondes, si vous voyez, j'ai cherché un peu sur le réseau et après 4 secondes, j'ai trouvé que cette adresse-là, ça a l'air d'être notre gars. Donc je le prends et je le diffuse plus loin. Et le diffuser plus loin, je le diffuse à ScanIPMono qui va en fait prendre cette adresse IP et va former un lien pour se connecter au serveur NTP, donc le gestionnaire de temps, et un lien qui permet de se connecter au serveur qu'on va utiliser pour les entiers, donc le 4625. Ici, il va prendre ces trucs-là, les envoyer, nous les afficher et les setuper. Il va dire, petit client que je crois, peux-tu aller dire à qui c'est comment on fait pour se connecter à ces deux-là, de se connecter à ces deux-là. C'est une sorte d'interface pour éviter de devoir savoir à qui on doit faire. On me donnait juste ces deux liens-là et je me charge du reste. Donc ici, il dit ouais, pas de problème. Je vais aller contacter WebSocket Connection to Server, qui en fait, lui, va permettre de se connecter. Alors, si vous ne mettez pas de clé asymétrique, il va se connecter sans s'authentifier. C'est ce qu'on veut, nous, dans notre cas. Mais si vous voulez vous connecter avec un nom, avec un utilisateur, à ce moment-là, il faut mettre un objet ici, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc nous, il va dire, ok, veux-tu bien te connecter au WebSocket, à cette adresse IP-là, à ce port-là. Et comme vous pouvez voir, il a réussi à s'y connecter ici. Tout est vert, donc ça veut dire qu'il a réussi à se connecter au serveur. Magnifique. Du coup, on va voir du côté de client statique fetch offset, qui lui, en fait, tu lui donnes une adresse IP, et il va aller chercher le décalage en millisecondes entre le Raspberry Pi, ici en l'occurrence, et l'ordinateur sur lequel on tourne. Pour le moment, il y a 164 secondes de décalage entre mon ordi et le Raspberry Pi. C'est la même chose qu'on avait trouvé plus tôt, quand on avait fait tourner le script Python. Ok, donc ça, d'ailleurs ce que vous voyez ici, ça, ce que vous voyez là, c'est le nombre de millisecondes sur le Raspberry Pi. Donc sur le Raspberry Pi, pour le moment, on a ce nombre de millisecondes. Si on a du coup ce décalage, on peut le donner ici à Loop since 1970. Et en fait, en prenant depuis 1970 le nombre de temps qui passe décalé par l'offset en millisecondes et en ayant le nombre de temps de cette boucle temporelle, on peut deviner où la planète devrait être à ce moment précis sur le Raspberry Pi. Et donc du coup, ici, c'est ça que vous voyez, c'est le pourcentage où les objets se trouvent par rapport à cette boucle de 60 secondes décalée, enfin synchronisée avec le Raspberry Pi. Donc ça envoie un pourcentage et ce pourcentage, je me l'utilise pour placer les objets. C'est simplement ça. Ok, magnifique, c'est trop cool. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est pas nécessairement synchroniser les objets sur le temps, on veut envoyer un entier et le recevoir. Donc du coup, ici, vous pouvez voir que quand on veut envoyer un entier et le recevoir, il faut envoyer ça vers le serveur. Donc 2 secondes le temps de respirer un peu. Donc ici, WS No Password Client, là, c'est celui qui va permettre d'envoyer des informations. Et comme vous pouvez voir, là, actuellement, j'arrête pas de recevoir des chiffres. 64, 28, 95, et ils sont ici, ces chiffres-là. En fait, on en a deux, parce qu'il y en a un, c'est mon application Unity, qui envoie 20, et puis 3 ou 4 millisecondes plus tard, elle reçoit 20. Bah oui, on fait un serveur qui permet d'envoyer et de recevoir des entiers. Du coup, elle l'envoie et reçoit un entier. C'est ça que vous voyez ici. Donc le debug, là, c'est juste pour voir ce qui se passe. Donc ici, basiquement, INT lobby façade.
Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. En gros, ouais. En gros, notre serveur ici, il va, pop, 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 il va envoyer un entier. Et du coup, il va le recevoir. Quand il va recevoir cet entier-là, donc quand notre serveur va recevoir, il va le recevoir ici. Et je lui dis, bah, si tu reçois un entier, peu importe son format, tu vas l'envoyer ici dans INT Lobby Façade. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous n'ayez pas à penser à la technique. Je veux que vous sachiez faire un bête jeu avec des entiers. Donc du coup, j'essaie de vous camoufler la technique. Je dis à mon serveur, prends l'entier et tu l'envoies à la façade qui sait comment on fait pour contacter le reste du jeu. Donc ici, je vais prendre l'entier et je vais dire, bah, pousse-moi du serveur vers Unity l'entier que tu viens de recevoir. Donc en gros, envoie-le au développeur pour qu'il puisse faire son jeu avec la Unity. À l'inverse, si on veut envoyer un entier sur le serveur, bah, en fait, il suffit juste d'abonner le send to server, le listen to send to server. Donc, si jamais on te demande d'envoyer un entier, je dois prendre cet entier, l'envoyer au serveur, l'envoyer à la partie technique. Ici, si vous voulez faire un serveur en UDP, en mirror, en ce que vous voulez, bah, vous devez juste remplacer cette partie-là et le lier à ces deux scripts-ci. Join server code. Donc, vous voyez ici, si jamais on veut en envoyer un, je me suis abonné au fait que vous envoyez des entiers. Et je dis, ok, bah, contacte le serveur et envoie les données. Voilà, en gros. Et donc ici, par exemple, si je fais play dans le jeu et que je vais dans sample push, vous pouvez voir que ici, je peux mettre un chiffre là-bas. Et quand je vais dire push 100, il va envoyer 100 ici. Si je dis push inspector value, il va envoyer cette valeur-là. Donc ici, vous voyez, j'ai poussé sur 100. Et là, on ne le voit pas bien, mais il est mis 100. Si je pousse sur valeur, soudainement, il est mis la valeur de là-bas. Elle se trouve là-bas. Et alors ici, c'est les données qu'on reçoit. Alors, vous voyez que c'est pas super cool parce que j'essaie de trouver un moyen de pouvoir vous montrer ça. Et pendant que j'étais en train d'essayer de vous montrer ça, je me suis rappelé que j'ai un site web qui permet de le faire. Donc, je crois que c'est la suite ici. Je vais attendre un petit peu. Bon, pour l'instant, j'étais juste en train de vous rappeler que voilà, on peut envoyer, gna gna, j'essaie de vous expliquer un peu ça. Uhum. Alors, ici, ce que j'étais en train de vous montrer, c'est que il y a peut-être, quand vous allez regarder, il y a peut-être un truc qui s'appelle push integer et receive integer. En fait, vous n'avez pas besoin de faire cette partie technique-là. C'est juste un objet que vous déposez. La façon dont vous abonnez et que vous envoyez les entiers, elle est ici. Qu'en fait, ici, vous voyez, on a vous avez un script qui s'appelle static int mono listen integer receive. En gros, on dit, peux-tu écouter aux entiers qu'on a reçus depuis les serveurs. Donc là, ça va vous permettre d'afficher ce que vous avez reçu et donc de faire des actions sur ce que vous avez reçu. Vous voyez ici dans receive integer. Par contre, si vous voulez savoir ce que vous avez envoyé vous-même au serveur, vous pouvez faire listen integer send to server. Et en fait, à chaque fois qu'un message va être envoyé, un numéro va être envoyé au serveur, et ben on va recevoir un truc que vous allez pouvoir débugger ici. C'est ça que vous voyez, ce que vous avez envoyé. Donc, c'est deux scripts qui sont très importants, qui permettent d'écouter à ce qu'on envoie et ce qu'on reçoit. Et donc voilà. Alors, je me souviens plus de ce que j'étais en train de faire. Ok. Voilà, simple zip. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est de vous dire qu'il y a un exemple d'utilisation du serveur qui s'appelle sample ship. Et cet exemple-là, il faut aller le chercher en ligne. Donc, manifeste ici. On va aller copier ce que je suis allé chercher en ligne. Je reviens en arrière. Tananana. Voilà, vous voyez ici, il y a exemple from a lobby system, ici avec int lobby sample ship. C'est juste une sorte de vaisseau spatial où on peut activer les lumières, désactiver le bouclier, changer les couleurs du truc, changer le temps, détruire les mobs et des trucs comme ça. C'est une sorte d'exemple de comment on peut utiliser le système d'entier. Donc du coup, vous pouvez copier tout ça et l'ajouter au package manager. C'est ça que je suis en train de faire là. Voilà, on va dans manifest JSON, on copie tout ça, magnifique. C'est pas beau. Yep, yep, yep. Ici, c'est juste Unity qui a pété un plomb et qui n'a pas réussi à charger correctement. Donc, je suis venu juste remettre à jour. J'ai fait update et il a réinstallé. Voilà. OK. Vous voyez ici, dans INT Lobby Sample Spaceship,
on a fait sample et on a apporté la scène de démo. Du coup, maintenant, on a une deuxième scène ici. Vous voyez, cette scène de démo qui s'appelle sample ship, elle a des trucs à l'intérieur. Input INT, ben, on a notre fameux listener qui reçoit les entiers et il les passe à un broadcaster. C'est un truc qui va juste vérifier en dessous. Si vous avez des scripts qui héritent de certains trucs, et ben en fait, on va pouvoir plus facilement les ajouter là et pas à chaque fois à la main les rajouter. Quand on reçoit, on envoie. Et pareil pour le push. S'il y a un truc qui peut pousser des entiers, on va pouvoir le pousser. Donc out, c'est pour pousser et in, c'est pour recevoir. Alors, le truc, c'est que l'exemple que j'ai fait, moi, c'est un exemple qui fonctionne sans réseau. C'est un exemple qui fonctionne juste avec des entiers pour montrer comment ça marche. Donc, il faut que je prenne l'exemple du vaisseau et que je le dépose ici, puis que je redécharge la chaîne. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est bon, on est bon, parce qu'en fait, client orienté lobby, sans que vous ayez besoin de connaître la technique, il va juste recevoir des entiers, vous les transmettre, et quand vous allez me donner des entiers, je vais les transmettre au serveur. Donc, basiquement, là, c'est bon. Lui va recevoir les trucs et les envoyer, et lui, il va bien faire toute la partie technique. Donc ici, si je fais play, ça devrait fonctionner directement. Alors, ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez ici, par exemple, si vous voulez faire un jeu où vous devez tuer des petits bugs, des insectes, ce qu'on peut faire, c'est on met un numéro pour dire quand le bug apparaît, quand le premier un seul insecte apparaît, on envoie 42 0001. Si tous les bugs sont apparus, on envoie 42 0002. Si tous les bugs sont morts, c'est-à-dire qu'il a réussi à tuer tout le monde, on envoie 42 003. Et si la mission est considérée comme réussie, on envoie 42 0004. Vous voyez, en fait, l'idée des jeux multijoueurs entiers, c'est juste de faire des événements entiers que vous allez transmettre à tous les joueurs. Et par exemple, si tous les bugs sont tués, bah en gros, maintenant, on peut associer un code qui va détruire les bugs chez tout le monde. Donc, ils vont tous disparaître. Donc, en fait, l'idée, ça va vraiment être de jouer là-dessus. Ici, ce qu'il fait, que là, c'est qu'il observe les préfabs, et au fur et à mesure qu'il apparaissent et qu'il disparaissent, qu'il soit détruit, c'est ça qui joue dessus. C'est un exemple de code, hein, c'est pas un code à utiliser, c'est une sorte d'exemple. Et donc voilà, basiquement ici en in, vous pouvez voir que je reçois et que c'est distribué. Et donc par exemple, si je veux changer la couleur, il me suffit d'envoyer depuis l'extérieur ou depuis le jeu le numéro 700 et ça va changer en rouge. 701 en vert, 702 en bleu, etc. etc. Vous faites juste une sorte de table d'Alex en disant bah, ce numéro fait cette action dans le jeu. Et puis alors après, vous pouvez faire des actions dans le jeu depuis n'importe où. Pareil pour le out, vous sortez les données et ça va permettre de les envoyer à tout le monde, à tous les gens connectés sur le serveur. C'est ça que je suis en train de montrer ici. Le out, on le reçoit. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour débugger, c'est pas très pratique de le faire dans Unity. Du coup, ce serait cool qu'il y ait un site web, une page web sur laquelle on peut le faire. Et il s'avère que sur Flask, le truc que je vous ai fait installer, vous pouvez voir qu'il y a une page dédiée à ça. Donc dans Flask, dans www de Flask, ici, dans Trusted, il y a Run Client. Et si vous tournez Run Client, vous voyez, vous avez un code là-bas. Et ce code en Trusted va juste se connecter sur le Raspberry comme pour Unity. Ici, vous voyez que dans Flask, donc dans le serveur web que vous avez pour le moment installé, il y a Trusted Client. Et Trusted Client, il va aller charger le code HTML de Run Client. Quand vous me demandez le Trusted Client, je vais vous afficher le code HTML qu'il faut. Donc ici, si je mets Raspberry Pi local 80 Trusted Client, bah, soudainement, on a une page JavaScript. Et cette page JavaScript, tous les boutons ici vont émettre un entier qui vont être transmis au serveur. Et ici, il s'est auto-connecté au serveur et là, il vient de voir qu'il a reçu des chiffres de Unity. Unity est en train d'envoyer des chiffres ici et on est en train de les recevoir là-bas. Ici, si je pousse sur Send A, on peut voir qu'il a envoyé à le joueur -42. -42, c'est quand on ne sait pas qui c'est qui se connecte. -42 envoyé 1, donc nous, à ce moment-là, niveau du NTP, niveau de notre fenêtre, pardon. Et on peut voir qu'ici, il l'a reçu. Pourquoi il est encore à 50? Bah, parce que 50, c'est ce qu'on a envoyé, et là, c'est ce qu'on a reçu. On n'a pas envoyé 1, on a juste reçu 1. Donc on a reçu 1. On a reçu 2, on a reçu 5, on a reçu des nombres aléatoires. Vous voyez, ici, shield, j'ai mis shield on, du coup, il s'est activé. Maintenant, si je mets shield off, il se désactive. Il passe du bleu au pas bleu. Ça permet de changer la couleur, ça permet de changer le temps de jeu, etc. etc. Donc chaque chiffre a une utilité
Et après, il suffit de la lier à Unity. Donc là, ça veut dire qu'on peut piloter le jeu depuis une page web. Vous voyez ici, Game Time. Ici, si je vais voir dans Game Time, le fait de me donner 102, ça met le jeu à 120 secondes de jeu. Si jamais je clique sur un autre chiffre, genre ici, le 105, bah dans 105, je mets le jeu à 300 millisecondes de jeu. Donc si je reçois 105, je change le temps du jeu à cette limite-là. Et c'est ça un peu le principe d'un integer game, c'est juste vous envoyez, vous recevez des entiers, ça fait des actions dans le jeu. Alors, il y a une option par exemple qui permet de recharger une scène. Donc ici, vous ajoutez une scène dedans, par exemple ici la scène démo, et vous dites si je reçois 101, je redémarre le jeu. Donc ça veut dire que si j'envoie 101 chez le joueur, chez tout le monde, ça va redémarrer. Vous pouvez voir que ici, il a pris un petit peu de temps à charger, et finalement, on peut voir que le niveau démo a été chargé. Donc là, on vient de charger le niveau pour tout le monde du jeu démo. Donc vous pouvez changer les scènes des joueurs à travers une page web quand vous avez ce système-là. Voilà. Alors, ici, c'est quoi que j'étais en train de faire dans un serveur? Donc ici, on a fait le flasque, on a le serveur, on a mis tout ça. Magnifique. Je me souviens plus de ce que je montrais après parce qu'on approche proche de la fin. Ah bon, en fait, il a redémarré la vidéo. Hein. Ouais, il a redémarré la vidéo. Et donc voilà, je vais arrêter cette vidéo-là. Et donc voilà, basiquement, c'est une vidéo de démonstration de comment on fait pour utiliser et installer ce système. Vraiment, cette page web qui permet de faire des actions dans le jeu, qui envoie des entiers, lui va le recevoir, il va faire des actions, lui aussi peut émettre des entiers que lui va recevoir. L'avantage de ce système-là, en fait, c'est que, premièrement, vu que c'est un WebSocket qui n'est pas dans Unity, mais à l'extérieur de Unity, sur un Raspberry Pi, ça veut dire que vous pouvez faire un jeu en Godot, un jeu en Unreal, un jeu en JavaScript, dans ce que vous voulez. La base commune, c'est un bait WebSocket sur lequel on peut renvoyer des entiers. Le fait que vous ayez un NTP serveur sur le Raspberry Pi, ça veut dire que tout le monde peut synchroniser du niveau du temps. Ce qui veut dire que, par exemple, ici, vous voyez, il y a une planète qui est en train de bouger avec un truc qui démarre et tout. Et bien, il n'y a pas besoin d'envoyer des messages sur le réseau pour dire que la planète est en train de tourner. Tout ce que vous avez besoin d'envoyer, c'est un petit message qui dit le jeu commence maintenant. Et tout le monde peut s'aligner sur cette date de début du jeu. Basiquement, c'est ça le principe. Ce qui veut dire qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'actions qui peuvent se passer chez tous les joueurs en même temps et dont on n'a pas besoin de synchroniser les données. Admettons, il y a un joueur qui vient et qui casse un tuyau dans un vaisseau spatial et soudainement on doit lancer la séquence, tout le monde doit réparer le vaisseau. Il suffit d'envoyer le chiffre, tout le monde doit remplacer le vaisseau. Et chez tout le monde, ça va lancer le niveau de on doit remplacer le vaisseau. Et donc on a tout un scénario qui peut se lancer juste parce qu'on a envoyé un chiffre. Et on n'a pas besoin d'envoyer que ce tuyau a cassé, celui-là il est là-bas, celui-là il est là-bas, celui-là il tourne. Non, t'envoies juste le départ et c'est parti. Il y a tout qui bouge dans le vaisseau. C'est un peu ça l'idée. Et alors le datetime, si vous utilisez vraiment le datetime, vous pouvez être sûr et certain que à 3-4 millisecondes près, ce soit envoyé au même moment. Même s'ils sont à des kilomètres, s'il y en a en Ukraine, un autre qui est en Amérique et un autre qui est en Asie, il y a des décalages qui vont être assez gros au niveau du ping, mais en utilisant le temps, et ben normalement, vous pouvez dire bah, dans une seconde, tu me lances le truc chez tout le monde, et donc en fait, bah, il arrivera chez tout le monde au moment où il veut, et dans une seconde, l'action sera lancée chez tout le monde au même moment, ce qui est extrêmement sympa. Et donc voilà, c'était le principe de Upint.io en version Trusted Server, de comment l'installer. L'idée ici, c'est que vous retrouverez du coup toute la documentation dans NTP WebSocket Integer Lobby Setup, qui est le truc ici. Si jamais, ça pourrait peut-être nommé, hein, mais normalement, ce sera toujours ça. Vous avez toutes les infos ici. Pour la côté asymétrique, c'est un peu trop compliqué pour vous expliquer dans une vidéo très courte, donc je vais la passer. Si vous aimez bien faire un serveur où il y a des synchronisations, enfin des authentifications, contactez-moi, c'est assez sympa.
pouvez me rejoindre sur Discord si vous avez la moindre question. Que dire d'autre? Poup, 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 poup. Non, bah voilà, amusez-vous bien, hein. Voilà, voilà. Basiquement, si vous aimez bien mon projet, n'hésitez pas à m'envoyer une bière. Ici, ou si vous allez sur Upint.io, alors le site Upint.io, il y a un site qui renvoie vers la doc. Et donc, vous avez des infos sur pourquoi je suis en train de faire ce projet, des infos sur où j'en suis, 2-3 liens, 2-3 trucs par-ci. On fait des jeux Discord et Twitch aussi avec ce même principe d'envoyer des entiers. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne bière, un bon amusement, un bon code. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre mes aventures. En espérant que ça vous a été utile. À la prochaine. Ciao, ciao.